Allez, Sud Radio vous explique à 8h45. Israël a donc lancé son offensive sur Rafah. Les chars israéliens qui ont pris le contrôle de la ville, point de passage avec l'Égypte. Pour l'instant, aucune aide humanitaire ne passe. La communauté internationale appelle à la réouverture immédiate des postes frontières de Rafah et de Kerem Shalom. Et dans le même temps, les pourparlers ont repris au Caire dans l'espoir d'un cessez-le-feu plus qu'incertain. Sébastien Boussois, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes directeur en sciences politiques, chercheur en géopolitique et spécialiste du monde arabe. Je le disais, la pression internationale qui s'intensifie sur Israël. Le secrétaire général de l'ONU qui réclame la réouverture immédiate des points de passage avec l'Égypte. Du côté des États-Unis, avant l'offensive, on le disait, pas question d'opération d'envergure sur Rafah. Ils ont depuis d'ailleurs hier suspendu la livraison de bombes à Israël. Comment peut-on expliquer, Sébastien Boussois, qu'Israël poursuive son offensive, coûte que coûte? Personne n'a de prise aujourd'hui sur l'État hébreu. Oui, vous avez effectivement bien résumé. Je vous trouvais assez optimiste sur l'idée de dire que la pression internationale s'accentuait sur Israël. Il n'en est rien, en fait. Ça fait effectivement des mois que l'objectif de C'est que de l'affichage. Pardon, oui, évidemment, oui. Il y a beaucoup d'affichage derrière ça, et puis il y a surtout un instinct de survie de Benjamin Netanyahou dans un paysage politique israélien extrêmement compliqué, extrêmement radical, et le seul moyen pour lui de rester au pouvoir, c'est d'essayer d'en finir à la fois de Gaza, mais également des chefs du Hamas, comme il l'avait promis. Donc lui, en fait, droit dans ses bottes, pour reprendre une expression, il ne cherche à faire oublier en grande partie sa responsabilité de ce qui s'est passé le 7 octobre, et puis des mois et des mois de tergiversation, notamment en n'ayant pas mis depuis le début la question des otages en priorité, et en mettant la pression et en accentuant cette pression et les bombardements sur Rafah, il met aussi en danger la vie des Israéliens, de ceux qui restent, des otages. Ouais. Donc je crois que l'affaire est compliquée. Benjamin Netanyahou n'est pas seul tout de même du côté d'Israël justement à être favorable à cette offensive. Alors, il n'est pas seul, mais je dirais qu'il y a quand même une grande majorité des Israéliens maintenant qui sont contre Benjamin Netanyahou, contre le cabinet de guerre, et il y a juste les personnes du cabinet de guerre quelque part, avec le soutien de Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich, les deux tenants de sa coalition gouvernementale, qui vont dans ce sens. Et ce sens, c'est la destruction de Gaza, la destruction des Palestiniens de Gaza et du Hamas. Mais globalement, on voit bien la montée de l'opinion israélienne et la montée de la contestation, notamment de la part des familles des otages, qui manifestent d'ailleurs, que ça soit la priorité. Qui manifestent régulièrement, c'était encore le cas avant-hier soir. Ça veut dire que la pression sur Benjamin Netanyahou peut être plus forte, plus impactante de la part des familles d'otages, de ce qui se passe en interne? Non. Bon, fondamentalement non. Tout le monde sait que en réalité, ce qu'il faudrait, c'est des élections. Que, évidemment, dans le même temps, on est très rétif à l'idée de lancer des élections. Si Benjamin Netanyahou saute, si sa coalition saute, ça veut dire un État d'Israël qui va apparaître à nouveau comme fragilisé. Et l'objectif est de se faire craindre pour se faire respecter à nouveau. Il n'y a plus d'invincibilité de l'État d'Israël. Netanyahou représente ce leader absolu qui cherche la vengeance et qui cherche à réparer ce qui s'est passé le 7 octobre et la mort tragique de ces 1200 Israéliens. Et je crois que ni en interne ni en externe, aujourd'hui, quelqu'un peut s'opposer à Netanyahou, et il joue son va-tout politique parce qu'il sait très bien qu'il y a des élections demain. Il a très peu de chances à nouveau d'être élu. Les pourparlers ont repris au Caire sous l'égide du Qatar, de l'Égypte et des États-Unis. Qu'est-ce qu'il faut en attendre? Jusqu'à présent, ce que proposait le Hamas, les conditions proposées par le Hamas n'étaient pas acceptables très clairement du côté d'Israël. Non, elles continuent à ne pas l'être. Ce qu'ont proposé les Qataris et les Égyptiens, au-delà de ces différentes phases à la fois de trêve de 40 jours avec une libération des calculs d'apothicaires entre les otages israéliens et de l'autre côté les prisonniers palestiniens, a certes été accepté par le Hamas, mais je pense que le simple fait que ça a été accepté par le Hamas rend la chose inacceptable par Israël. C'est vraiment un dialogue de sourds, et surtout, tout tourne depuis le début autour de cette question du cessez-le-feu temporaire ou du cessez-le-feu définitif. Benjamin Netanyahou ne veut pas de cessez-le-feu définitif, il veut à la fois éradiquer le Hamas et en même temps
il n'y a qu'avec le Hamas que l'on peut négocier et discuter la libération des otages, puisque c'est eux qui ont cette monnaie d'échange encore jusqu'à maintenant, si je puis dire. Triste situation, en tout cas, très clairement. On parle ici très clairement de prise d'otages au sens large. Juste en définitive, sur ce sujet, Sébastien Boussois, ça veut dire, si je vous entends bien, qu'en ce qui concerne ces pourparlers qui ont repris, il n'y a aucune chance que ça aboutisse à un accord, selon vous ? Moi, je suis assez pessimiste en l'état parce que Benjamin Netanyahu ne tient et ne résiste que dans la tension et dans la guerre. Et à partir du moment où il y aura une solution, ça sera la voie de garage ou la porte de sortie définitive pour lui. C'est pas son objectif. Il a des affaires, il a des casseroles, il risque de revenir à des choses moins glorifiantes. Et aujourd'hui, il cherche véritablement à faire oublier sa responsabilité dans le 7 octobre. Donc un accord va le faire passer pour quelqu'un soit de fragile, soit de faible. Et il risque bien de perdre sa coalition puisque les objectifs prévus dans le cadre de la trêve, ou ceux qui seraient acceptables, on va dire, par la partie adverse, ne sont évidemment certainement pas ceux des dirigeants extrémistes de son gouvernement qui veulent, comme je disais, la destruction de Gaza, du Hamas. Et ça, évidemment, c'est irréconciliable des deux côtés. Et je pense qu'enfin, il y a une concurrence des médiations entre le Qatar, qui a toujours la main sur le Hamas, et les Émirats, qui font pression avec l'Égypte pour probablement tirer la couette de leur côté. Merci Sébastien Boussois d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio, docteur en géopolitique, docteur en sciences politiques, chercheur en géopolitique et puis spécialiste du monde arabe. Très bonne journée à vous. 8h52 sur Sud Radio, on revient dans un instant. Laurie Leclerc et Guy Carly.